La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat. En cas de brouillage, cherchez une ailleurs sur votre cadran. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. Nous avons parlé de Morse, de Hertz, de Tesla, de Popov, de Branly, mais également de Marconi. Autant de personnes qui viennent du quatre coins du monde et qui, à eux tous, ont réussi à concevoir un émetteur et un récepteur radio. Si c'est Marconi qui sera le premier à expérimenter concrètement la transmission radio sur les grandes distances, c'est bien le Canadien Reginald Fessenden qui fut le premier à transmettre de la voix via la radiodiffusion sans fil. On est alors au tout début du XXe siècle. Il fait froid, assez froid, car nous sommes au Canada et surtout nous sommes la veille de Noël, le 24 décembre 1906. Fessenden a mis au point la modulation d'amplitude à la base de la radio AM. Il diffuse alors pour cette première mondiale des cantiques religieux chantés par une voix féminine et des versets de l'Évangile. 24 décembre 1906, date de la naissance de la radio. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Fessenden réussit à émettre un message radio. 6 ans plus tôt, le 23 décembre 1900, il transmet son tout premier message qui dit « 1, 2, 3, 4. Neige-t-il où vous êtes, monsieur Thiessen ? Si oui, voulez-vous me télégraphier ?» Monsieur Thiessen, qui n'est autre que son assistant, est alors à Cobb Island, à 1,6 km de Washington, où se trouve évidemment Fessenden. Il lui envoie un télégraphe qui confirme que oui, il neige. En tout cas voilà, tout est enfin réuni pour que la radiodiffusion se développe dans le monde. Et saviez-vous quel pays sera le premier à proposer un programme radio régulier ? Eh bien c'est la Belgique. Nous sommes en 1914, le roi Albert Ier règne et une émission est diffusée tous les samedis auprès du grand public. Pour la petite histoire, le 28 mars 1914 exactement, la Belgique diffuse à travers tout le pays un concert de musique classique émis depuis le domaine royal. 1 heure de concert au total. Pour le reste du monde, il faudra attendre les années 20, voire les années 30, pour que la radio se popularise. En 1921, en France, c'est la naissance de Radio Tour Eiffel, la radio d'État. Comme le temps d'antenne est multiplié dans ces années-là, on observe une diversification des émissions. On a plus d'émissions à thème, de l'information, du jeu, des concerts, du théâtre ou même du feuilleton et forcément l'apparition de radios privées. Et à la fin des années 30, la radio a tellement de succès que c'est aussi l'apparition des premiers animateurs vedettes. Le fameux savon Cadom, nous savons que le savon Cadom c'est le meilleur savon. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté. Savon Cadom. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon Cadom. Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon Cadom. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon Cadom. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom. Entre le début des années 1920 et la fin de la décennie suivante, l'histoire de la radio est marquée par sa professionnalisation. À la fin de cette période, la part des émissions réalisées par des non-professionnels est devenue minime. La radio est de moins en moins artisanale. Et cette professionnalisation fait que l'écoute de la radio devient le premier loisir des Français. Et oui, un loisir. En 1936, ce sont 4 millions de Français qui sont équipés d'émetteurs radio, avec un choix de 3 stations principales. Tour Eiffel, Paris PTT et Radio Paris. S'ajoutent à ça évidemment les radios régionales privées. Cela dit, ce moyen de communication de masse et sa popularité n'attirent pas que des choses positives. Car oui, les politiciens ont bien compris l'engouement envers cette nouvelle technologie et veulent aussi l'exploiter. Au Parlement, le débat fait rage pendant plus de 10 années autour de la question du monopole.
Georges Mandel est le premier ministre en charge de la radio qui, entre 1934 et 1936, propose une politique ambitieuse pour ce nouveau média. Il veut qu'il soit accessible à tous et toutes en tout point du territoire et accélère la construction d'émetteurs puissants. Mais surtout, il anticipe son rôle politique et accroît la tutelle de l'État sur les stations publiques. Il organise ainsi en 1935 des élections ouvertes à tous, femmes comprises, pour choisir les responsables des radios publiques, considérant qu'ils doivent rendre compte de leur action à l'ensemble des citoyens. Ce sont alors les prémices d'une politisation du média. Pour la première fois, en mai 1936, la campagne électorale est radiodiffusée et tous les partis ont accès au micro. Selon des conditions qui ont été négociées avec des présidents du Conseil, bien sûr. Mais la plupart des orateurs ne savent pas comment s'exprimer devant un micro. Ils hésitent entre la grandiloquence du meeting et le ton lénifiant de la conférence. Le public, lui, n'est pas du tout favorable et n'aime pas cette politisation des ondes. À la fin des années 30, alors que la situation internationale se tend, les gouvernements successifs accroissent progressivement leur tutelle sur la radio. Par prudence, et peut-être par excès de prudence, le gouvernement d'Édouard Daladier impose le contrôle des informations radiodiffusées par les postes privés comme publics, puis en juillet 1939, place toutes les stations sous l'autorité directe du président du Conseil. C'est ainsi qu'en 1939, tout message important du gouvernement passe par le micro. Et ce n'est que le début, car la radio a par la suite eu un très grand rôle durant la guerre, mais ça, on le verra une autre fois.